une croyance aux mathématiques qui finit par être de la religion. Hein. Donc on aura un besoin, et vous aurez un besoin, puisqu'on est proche de la fin, de données très précises pour voir ce qui se passe et pour répondre aux questions de pourquoi il y a moins de morts ici et s'il y en a plus. La deuxième chose, en termes de santé publique, il y a une véritable question qui s'est posée pour moi à cette question. La santé publique, c'est 70 à 80% de politique et 20 à 30% de sciences et de médecine. Et on a eu l'impression, dans un certain nombre de cas, que des décisions politiques, que je crois purement politiques, hein, le confinement, le masque dans la rue, c'est des décisions politiques. Il n'y a pas de données scientifiques qui permettront jamais de prouver ça, parce que c'est des notions d'écosystème qui a été déchargée sur des scientifiques et des décisions médicales qui ont été préemptées par le politique et sur lequel, là, je suis vraiment en désaccord. Donc, je crois qu'il y a une vraie réflexion à savoir quelle est la part du politique, quelle est la part du médecin et quelle est la part du scientifique. Le scientifique doit apporter de la connaissance supplémentaire. Et sur une maladie nouvelle, c'est une connaissance qui ne peut être que progressive. Il faut organiser la mise en place et la progression de la connaissance. Les médecins doivent faire le métier de médecin qui est de soigner. Et les politiques doivent organiser la société. Et la santé publique, c'est toujours difficile parce que la limite entre les uns et les autres est toujours un peu complexe. Sur le plan de l'épidémiologie, il y a des choses très particulières à cette maladie qui étaient aussi imprévisibles. C'est que les enfants sont très peu touchés. Nous qui avons testé beaucoup, ce qui nous permet d'avoir en France quand même des études épidémiologiques, on a trouvé que chez les enfants de moins d'un an, il n'y avait pratiquement pas, chez moins de 5 ans, extrêmement rarement, un peu plus entre 10 et 15 ans. Et réellement, ça n'est pas des comportements, purement des comportements, puisqu'on a eu l'occasion de faire maintenant une étude qui n'est pas encore publiée dans la communauté israélite, qui était très touchée parce qu'il y avait une fête, la fête de Purim, qui est la fête des enfants, dans laquelle il y a eu beaucoup de regroupements, et on a eu beaucoup de cas hospitalisés à ce moment-là. Et quand on a regardé, la communauté a été très touchée, on a été très en contact avec eux, et on a fait des études dans la communauté, et le taux d'attaque chez les enfants est de l'ordre de 20%, alors que chez les adultes, il est de l'ordre de 95%. Donc, dans les mêmes expositions, il a fait de Purim, c'est la fête des enfants, donc on les embrasse, on les touche exactement comme les adultes, peut-être plus. Donc, il y a une non-réceptivité des enfants qui est quelque chose qui est unique dans toutes les infections respiratoires virales. Les enfants sont les plus touchés. Et dans celle-là, ce sont les moins touchés. Donc, vous voyez, ce n'était pas non plus prévisible. C'est ce que j'avais dit au président. Je pense que ça a été sa décision de reprendre pour les écoles. Les enfants ne sont pas peu touchés et encore moins souvent malades. D'accord. Il est possible que ce soit lié à une immunité antérieure due aux autres coronavirus qui circulent, qui eux sont beaucoup plus fréquents chez les enfants et qui ont sévi quelques mois avant. Donc il est bien possible, il y avait des travaux, y compris qu'on a déterré un peu anciens, de 2013, qui montraient ces réactions croisées entre les coronavirus. Pour l'avenir de cette maladie, bien entendu, comme disait Victor Hugo, l'avenir est à Dieu, il n'est pas à nous. Je me permets juste de vous demander, voilà, parce qu'on vous entend mal. Et donc l'avenir est imprévisible. Vous vous souvenez que c'est Napoléon que Victor Hugo disait ça, et je crois qu'il a raison. Il faut laisser à chacun sa part de responsabilité. Moi, je ne prédis pas l'avenir, hein, je ne fais pas ça. Le troisième point dont je vais vous parler rapidement, vous avez bien vu que ça a été un énorme conflit, dont je vous parlerai plus longuement si vous voulez, qui est celui de la mise en place du traitement. Le traitement, les premières données que nous ayons eues sur le traitement concernant cette maladie étaient tirées des études qui avaient été faites sur le SARS, qui montraient, et c'était de manière amusante, Fauci, le président du NIH, avait déclaré que le médicament du SARS, c'était la chloroquine. Et puis, les Chinois ont testé et ont rapporté la sensibilité à la chloroquine et au remdesivir, qui était publié dans Cell Express. Et ensuite, ils ont dit, écoutez, puisque la chloroquine ne coûte rien, on va faire de la chloroquine. Et puis, ils ont rapporté les résultats préliminaires. Et nous, on a confirmé ces résultats au laboratoire comme d'autres, en particulier associés avec l'azithromycine. C'est devenu, ça a pris une proportion, cette guerre, qui est devenue une espèce de guerre pour contre, avec des mobiles derrière qui sont d'une grande complexité. C'est rentré dans le contexte de la vraie guerre civile qui existe actuellement aux États-Unis entre les démocrates et les républicains. Et donc, moi, je ne connais pas, je vous le dis, voilà, publiquement, sous peine d'aller en prison et d'avoir 75 000 € d'amende, je ne connais pas Trump et je ne connais pas Bolsonaro. Voilà, je ne les connais pas. Et donc, c'est pas moi qui lui aurais dit d'utiliser la chloroquine. Donc, voilà. Mais il s'est trouvé une espèce de frontière
La chloroquine est recommandée pour une population d'à peu près 4,5 milliards de personnes dans le monde. Donc c'est difficile de penser que... et il y a une autre partie qui a considéré, et c'est sur lequel, moi, y compris moi personnellement, j'ai eu des tensions comme jamais de ma vie de journaux qui m'ont demandé si c'était vrai que j'avais oublié de déclarer des conflits d'intérêts avec Sanofi, sinon on retirait mon papier, qui m'ont demandé si c'était vrai que je n'avais pas eu l'accord de la NSM sur le premier travail que nous avions, heureusement, envoyé le papier. Ça n'est jamais arrivé de ma vie qu'il y ait une tension de cette nature-là, et vous avez vu qu'elle est allée croissante pour aller jusqu'à publier un papier que n'importe qui de mon niveau considère que c'est un faux dans le Lancet, qui est devenu le Lancet Gate. C'est transparent pour quelqu'un de mon niveau que ce n'est pas vrai. Et la même équipe avait publié dans le New England, vous voyez, les journaux en réalité de meilleur niveau sont les cibles les plus choisies, bien sûr. Et donc cette notoriété en fait des cibles incroyablement fragiles. Et dans le New England, ils avaient publié quelque chose que comme député, vous ne pouvez pas ignorer. Ils avaient dit que dedans, il y avait, je ne sais pas combien d'hôpitaux français, et que pour toutes les personnes, ils avaient l'ethnicité. Et donc ça, l'ethnicité, ça n'est pas autorisé par la loi dans ce pays. Donc ça n'est pas possible. Si c'était vrai, ils auraient bien alinéa, nous n'avons pas ça dans tel et tel pays, car nous n'avons pas le droit de marquer dans un dossier médical quelle est l'ethnie, si les ethnies existent, c'est un nom un peu complexe, des gens dans un dossier médical. Donc ça n'est pas possible. Donc on savait que ces gens étaient des menteurs. Le point, pas vrai. Voilà. Donc il suffisait de lire, et pas que le titre, si vous voulez, pour se rendre compte que ce n'était pas vrai. Donc ça a pris une ampleur extraordinaire, et je reconnais que l'ampleur s'est associée à des mouvements économiques que je n'avais jamais vus non plus, hein, qui sont, pour appeler les choses par leur nom, celles de Gilead, pour lesquelles il s'est échangé pendant cette période plusieurs dizaines de milliards d'actions, et qui sont rythmés par les déclarations que ça marche ou les déclarations que la chloroquine marche ou la chloroquine ne marche pas. Donc, il y a des enjeux qui sont d'un niveau que je n'ai jamais connu dans ma carrière. Je ne suis pas un pigeon de l'année, hein, donc je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est une question, à mon sens, je sais que la Fed a commencé une enquête là-dessus. Je pense qu'on ne pourra pas éviter d'aller jusqu'au fond de cette question, qui est une question extrêmement compliquée. Sur le plan des tests et de la maladie, là, j'exprime une chose, je ne suis pas d'accord avec la décision qui a été prise de ne pas généraliser les tests. Dès le début de mars, l'OMS a recommandé de tester tous les gens qui étaient suspects ou contacts pour le Covid-19. Il y avait les moyens dans ce pays de le faire. La PCR, je ne sais pas si vous voulez que je vous explique ce que c'est que la PCR. C'est d'une simplicité de bébé, la PCR. C'est la question du micro, parce que vous êtes trop loin du micro et on vous entend très, très la mal. PCR, c'est une simplicité de bébé, tout le monde sait faire ça. Si vous voulez que je vous l'explique, je vous l'explique. Sinon, c'est que vous la connaissez. Il suffit de changer les amorces, et donc tout le monde est capable de faire ça. Et tout le monde fait de la PCR. Nous, on faisait 300 000 PCR par an. Donc, si vous dites qu'il faut en rajouter quelques milliers, honnêtement. Et quand on a commencé à faire tourner la machine, l'ingénieur en charge de ça chez moi a fait 450 000 préparations de PCR. On a fourni à tout le monde, à Nice, à Toulon, etc. Donc, avoir ça, le vrai problème, c'était l'extraction. Et donc, on a acheté plusieurs machines pour pouvoir avoir différents modes d'extraction parce que c'était rapidement épuisé. Donc, et pourquoi il fallait faire absolument la PCR? C'est parce que sinon, on était obligé. Une des raisons, la causalité est toujours un peu compliquée, mais une des raisons, il y a beaucoup de choses dans les problèmes que je soulève, hein, qui sont des problèmes structurels, qui sont anciens et qui sont structurels. De vos collègues me rappelaient que je disais la même chose en 2012. Un des problèmes de fond ici, c'est ce que les gens appellent un centre national de référence. Alors, il ne pouvait pas y avoir de centre national de référence pour ce coronavirus puisqu'il n'existait pas. Donc, je ne vois pas comment on aurait pu désigner un centre de référence pour ça. Il y a des gens qui ont dit c'est nous la référence, et il n'y a que nous qui pouvons le faire. Moi, on m'a même dit au début que je ne pouvais pas faire des diagnostics de coronavirus, c'est qu'à moi. Donc, c'est les mêmes PCR, c'est les mêmes trucs, on les choisit, et puis voilà. Donc, ce n'est pas vrai. Donc, il y a une part d'intoxication, et c'est moi qui ai expliqué, au président pour la première fois, et qui lui ai redit, vous savez, la PCR, c'est très simple, et tout le monde peut la faire. Et donc, pendant tout ce temps, on n'a pas dit la vérité. C'est un examen extrêmement simple, banal, tout le monde est capable de le faire.
Ça peut être fait dans les labos privés. Nous, on a reçu des courriers, on a profité, on était les seuls à en profiter, des vétérinaires qui nous ont dit, on a tous les réactifs pour vous, si vous voulez, on vous les met à disposition, on vous les donne. Ils nous ont donné, hein. On les a fait nous-mêmes, les tests. Ils nous ont donné de quoi les faire. Donc, il y avait de quoi faire. Ce n'est pas des choses très compliquées. Et c'était indispensable de le faire parce qu'on ne connaissait pas la maladie. Donc, on ne pouvait pas cerner. À partir du moment où le test n'était pas fait, on ne pouvait pas étudier la maladie. Et quand tout ce que l'on a déduit sur la maladie, on l'a déduit à partir de la grippe, et ce n'était pas vrai. Par exemple, une des grandes erreurs considérables que l'on connaît maintenant, c'est que l'essoufflement, la dyspnée, est un très très mauvais signe de cette maladie. En réalité, quand vous commencez à aller mal dans la grippe, que vous commencez à devenir insuffisant respiratoire, vous êtes essoufflé parce que vous n'avez pas beaucoup d'oxygène et parce que vous avez beaucoup de dioxyde de carbone, de gaz carbonique. Et c'est pour ça que vous commencez à être essoufflé. Dans cette maladie, avait été décrit par les Chinois, ce que nous, on a retrouvé de manière extrêmement commune, ce qu'on appelle l'hypoxie heureuse, c'est-à-dire c'est les gens qui ont une hypoxie avec, c'est-à-dire un pourcentage d'oxygène qui, au lieu d'être à 98 à 100%, peuvent être à 95, 92. Nous, on a eu des gens qui n'étaient pas essoufflés, qui avaient 90. D'accord ? Et ça, si vous dites, écoutez, ne venez que quand vous serez essoufflé, et que les gens sont à 90, quand ils viennent, ils vont en réa direct ou ils meurent. Donc, ça n'était pas un signe, mais pour pouvoir le savoir, il fallait étudier les malades. L'observation, c'est toujours la première étape, mais pour observer, il faut faire du diagnostic. La deuxième chose, la raison pour laquelle ils n'étaient pas essoufflés, qu'on connaît, nous, depuis peu, et ça n'a pas été décrit dans la littérature, c'est que dans cette maladie, l'hypoxie n'est pas accompagnée de ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire une augmentation du carbonique, mais d'une diminution du gaz carbonique. Or, ce qui rend essoufflé, c'est l'augmentation du gaz carbonique. Et cette diminution du gaz carbonique associée à une diminution de l'oxygène, c'était connu que dans une seule maladie, pas dans la grippe, c'était connu dans l'embolie pulmonaire. Et dans cette maladie, on a découvert au fur et à mesure qu'il y avait plein de petites embolies pulmonaires, et c'est peut-être la raison pour laquelle cette hypoxie est très atypique. La deuxième chose, c'est que, en dépit du fait qu'il n'y avait pas de signes pulmonaires, mais ça les Chinois l'avaient écrit, ils font systématiquement des scanners de low dose pour remplacer le téléthorax, ce qu'il faudra faire en France, mais on a un retard d'équipement très ancien et très important, qu'il faudra bien corriger. Eh bien, il y a 65% des gens qui n'ont pas de signes respiratoires qui ont des lésions au scanner. Et parmi ces lésions, il y en a 11% qui ont des lésions sévères et qui sont maintenant des gens chez qui on retrouve des séquelles, en particulier des fibroses pulmonaires. Donc, c'est cette phase d'observation dont on s'est privé en se privant du diagnostic a été un point clé. L'observation de tout, c'est ça. Et tout était bizarre dans cette maladie, mais il fallait l'étudier, y compris pour comprendre le traitement. C'est-à-dire que la maladie, au départ, c'est le virus. Et puis, ça devient une association virus-réponse immunitaire. Ensuite, c'est essentiellement réponse immunitaire. Il n'y a presque plus de virus. Et ensuite, c'est même plus une réponse immunitaire, c'est lésionnel. Les tissus sont détruits. Et là, c'est la qualité du soin qui compte. Et c'est la qualité du soin qu'on mesure. Vous voyez, il y a donc 4 étapes. Et dans ces 4 étapes, l'idée qu'on va donner le même médicament aux 4 étapes est simplement une fantaisie. Et ça, on le sait depuis la grippe, parce que pour la grippe, le Tamiflu de Gilead ne marche que pendant les 2 premiers jours. Ça ne marche pas ultérieurement parce que la réponse immunitaire devient... Et c'est presque toutes les maladies infectieuses aiguës qui sont comme ça. Donc la question était mal posée de savoir le remdesivir ne pouvait pas marcher sur les formes graves. Ce n'était pas possible. Le seul moment où il pouvait marcher, c'est sur les formes de début, c'est ce qui a été démontré. Mais il ne pouvait pas être prescrit dans les formes de début banales pour une raison, c'est qu'il y a 8 à 10% d'insuffisance rénale par rapport à le remdesivir. Donc la fenêtre dans laquelle ça peut fonctionner me paraît extrêmement faible. Encore une fois, il y a une grande folie sur l'hydroxychloroquine qui est en train, le reflux est en train de venir, et puis il y a beaucoup de travaux dans les nôtres pour faire des analyses. Il n'y a eu que 4 études randomisées, dont 3 disent que l'hydroxychloroquine marche mieux que le placebo. Il n'y en a eu que 4 en tout. Et donc, peu importe, le temps fera son tri. Là aussi, on a l'habitude en science que les gens se disputent et à la fin, le temps fait. Mais globalement, il y a eu là-dessus une émotion, et je le dis là encore une fois, parce que c'est ce que je pense. Je pense que le ministre a été mal entouré à ce stade-là, parce qu'il faut avoir des remparts quand on est politique. Il faut avoir des gens qui soient capables d'analyser les articles, qui soient capables de dire, écoutez, ça c'est raisonnable, ça l'est pas,
de manière à ce qu'on ne se retrouve pas dans la situation au milieu du week-end à faire des déclarations sans que personne n'ait vraiment lu les papiers. Et encore une fois, dans les auditions que vous aurez, ou peut-être que vous n'aurez pas, moi j'étais très frappé, parce que je le connais, que Dominique Marininki, qui était le prédécesseur du directeur de la NSM, ait fait avec le prédécesseur du directeur du président de la Haute Autorité de Santé une tribune ensemble en disant qu'ils étaient en désaccord avec ces deux-là. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir leur vision contradictoire pour montrer que ce n'était pas de la science dont on parlait, mais c'était des choix personnels. Et je pense qu'il faut réfléchir. Je ne vous dis pas lequel a raison, vous ferez votre idée, mais je pense que vous imaginez. Je pense, professeur, qu'on va passer à l'échange avec les parlementaires qui ont beaucoup de questions à vous poser, si vous voulez bien. Avant de passer la parole au rapporteur, moi j'avais 2 questions à vous poser, 3. Vous avez exprimé à plusieurs reprises, et vous venez de le faire d'une autre manière, un regard critique à la réponse qu'ont apporté les pouvoirs publics à cette crise. Quelles décisions auraient dû être prises selon vous? Par exemple, vous avez indiqué des doutes sur le bien-fondé du confinement total. Donc, j'aimerais avoir votre retour là-dessus. Deuxièmement, votre position face à la gravité de la crise et l'évolution de l'épidémie a été amenée à évoluer finalement au cours de la crise, vous aussi, puisque dans un entretien à BFM le 30 avril, vous estimiez très peu probable l'hypothèse d'une seconde vague. Vous êtes revenu sur votre analyse le 19 juin. Pour quelles raisons votre appréciation a-t-elle évolué sur ce retour éventuel d'une épidémie? Sur quelles données, d'ailleurs, on peut considérer ce retour possible? Et enfin, d'une manière plus générale, quelles leçons doit-on tirer de cette gestion de crise? Le premier point, comme je l'ai dit et je le redis, les décisions, la décision du confinement, comme la décision des masques dans la rue, ne repose pas sur des données scientifiques établies, claires et démontrables. Ça ne sera jamais démontré. D'ailleurs, il y a des études qui sortent maintenant qui disent, écoutez, ça marche mieux quand on confine, ça marche mieux quand on ne confine pas. Il y a un point sur lequel je suis assez convaincu. Je pense que les rassemblements, si vous voulez, dans des situations telles que celle-là, sont déraisonnables. Après le confinement à la maison, il y a des phénomènes, c'est vraiment, et je l'ai dit 2 fois au président, c'est un domaine politique qui m'échappe parce que c'est celui de la gestion de la population, de la crainte de la population. Est-ce que c'est plus grave d'être terrifié, de partir, d'avoir les 2 tiers des gens qui partent des villes? Est-ce que c'est... Donc c'est une gestion politique sur laquelle je me suis interdit d'avoir une opinion. Quant à la deuxième vague, je ne sais pas d'où sort ce fantasme journalistique, mais je n'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai montré que j'ai pu dire au président que je pensais si les choses se passaient comme elles se passent en général avec les maladies qui sont en cloche, nous, on commençait, puisqu'on avait un mois d'avance, puisque ici, on comptait les morts, et moi, je comptais les positifs. Donc, on voyait qu'on avait passé le sommet de la courbe et qu'on était en train de redescendre et qu'on pouvait voir où est-ce que la courbe allait s'arrêter, qu'elle allait s'arrêter en mai, ou à peu près en mai. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Après, si on vient de faire un très gros travail que j'ai présenté aussi, je pense que c'est de là que vient le malentendu, sur le fait qu'on a mesuré quelle était la courbe exactement des 4 coronavirus saisonniers, qui est exactement la même. Donc, il y a 4 autres coronavirus qui sévissent depuis longtemps, qui font 8 à 10% d'infections respiratoires dans l'année, qui sont exactement de la même manière, mais qui sévissent pendant la saison froide, c'est-à-dire qui commencent entre janvier et mars et qui vont jusqu'à avril ou mai. Et donc, la courbe est la même. Et donc, parmi les hypothèses possibles, il y a une hypothèse que cette maladie devienne une maladie saisonnière comme les autres coronavirus, qu'elle disparaisse comme le SARS purement et simplement à la fin de l'épidémie, ou toute autre hypothèse. Les 2 hypothèses les plus plausibles étant soit que ça disparaisse complètement, ça va dépendre du nombre de porteurs chroniques, ça va dépendre en particulier ce qui entretient les infections de l'hémisphère nord, c'est leur circulation dans l'hémisphère sud. Et que donc, j'ai dû réexpliquer parce que je pense que ce n'était pas clair, l'hémisphère sud a une inversion des saisons. Donc l'hiver, c'est maintenant, dans l'hémisphère sud. Et comme la Nouvelle-Zélande a une latitude qui est la même que la nôtre sur l'hémisphère sud, eh bien, s'il y a une épidémie de coronavirus actuellement en Nouvelle-Zélande qui débute, on peut se dire, mon Dieu, il est bien possible que nous en reprenions et qu'elle devienne saisonnière l'année prochaine pendant la saison froide. Est-ce que c'est clair? Donc, je n'ai pas parlé ni de rebond, ni j'ai prononcé le mot de deuxième vague, qui est un mot que je réserve à ceux qui l'utilisent, et je ne l'ai jamais utilisé, sauf pour vous répondre.
Alors moi, je me suis appuyée que sur les déclarations que j'ai lues et pas sur vos Pas sur les communications miennes. dont je ne Ouais, suis pas au courant. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Professeur, de votre présence aujourd'hui devant notre commission à l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit dans votre propos liminaire, votre action, votre positionnement a suscité une multitude de réactions passionnelles que l'on n'a pas l'habitude de voir dans une situation de crise sanitaire. Vous êtes ou haï ou adulé, et avec peu de nuances entre les deux. J'ai même vu ce matin dans une chaîne info qu'une boutique marseillaise avait réalisé des bougies à votre effigie et qu'elle rencontrait un très grand succès. Vous avez fait l'objet de propos violents. Je voudrais avoir votre sentiment pour mesurer si cette passion qui, quelquefois, a pris de façon assez générale une tournure un peu irrationnelle, était compatible avec la sérénité que l'on peut attendre de la gestion d'une crise sanitaire, que ce soit en matière de médecine ou de recherche. Vous êtes venu vers nous aujourd'hui et je vous renouvelle et réitère notre gratitude. Le président de la République est venu à vous le 9 avril dernier, puisqu'il a effectué un déplacement à Marseille pour vous écouter. Donc, vous avez évoqué à plusieurs reprises dans votre première intervention des indications que vous lui avez données. Est-ce que vous pouvez nous indiquer aujourd'hui qu'est-ce que vous lui avez dit, quels conseils, quelle appréciation sur la stratégie sanitaire qui est conduite depuis le mois de janvier sur cette crise, et comment il a reçu, sans trahir votre conversation, mais elle est importante pour nous, ces conseils. Je voudrais également vous demander pourquoi, alors que vous aviez été désigné le 11 mars, je crois, par un décret justement du président de la République, vous avez démissionné du conseil scientifique. Quel différent sur la forme, sur le fond, vous a opposé aux membres du conseil scientifique? Je laisserai à nos collègues, à mes collègues, vous interroger sur et vous l'avez largement abordé, c'est au cœur des débats, nous le savons, évoquer la question du traitement que vous avez initié au sein de l'Institut universitaire hospitalo-universitaire de Marseille sur l'hydroxychloroquine. Vous l'avez largement abordé, mais je voudrais m'attarder un peu plus sur la question des tests. Parce que je crois que là, pour le coup, tout le monde vous reconnaît et tout le monde reconnaît à l'IHU que vous avez été un pionnier, que vous avez été sans doute au sein de votre institut celui qui a testé le plus massivement, le plus rapidement, le plus précocement. Le Niçois que je suis dit aux Marseillais que vous êtes que nous avons été amenés à bénéficier de vos services, et vous l'avez fait, vous l'avez dit très largement. Comment vous avez fait en sorte que, au début du mois d'avril, vous réalisiez presque un quart des tests dans votre institut par rapport à tous ceux qui étaient réalisés en France? On sait, puisque le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, que nous avons entendu, l'a dit lui-même, que s'il y a eu la nécessité du confinement, je cite ses propos, c'est parce que nous manquions cruellement de tests au début de la crise, 3000 tests par jour, alors que l'Allemagne en réalisait 50 000. Comment avez-vous pu mobiliser des moyens matériels, humains? Comment avez-vous pu coordonner cette action pour faire en sorte que ces tests soient réalisés aussi massivement? Et je voulais vous interroger aussi par rapport à ce sujet des tests sur l'organisation administrative, sur les décisions qui ont